comme on m'a présenté, donc je suis mathématicien, mais je dirais même plus précisément enseignant-chercheur, puisque je fais à la fois de la recherche en mathématiques fondamentale, et aussi je suis enseignant, et c'est une bonne partie de mon activité. Et donc pour cette conférence, je vous rassure, je ne veux pas vous infliger un cours de mathématiques, je ne vous aurai pas de série et d'intégrales, je ne vais pas vous faire un cours. Et je ne vais pas non plus, et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler de la recherche, de ma recherche vraiment telle que je la pratique, parce que malgré tous mes efforts, c'est quelque chose qui est trop technique. Et j'ai même du mal à en parler à mes propres collègues. D'accord ? Donc c'est la réalité aussi du métier de chercheur, c'est que c'est très difficile de dire vraiment qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Mais je vais quand même vous parler des mathématiques que je pratique qui m'intéressent et qui sont effectivement de la théorie des nœuds. Donc je m'excuse tout de suite que la théorie des nœuds, telle que je la conçois, c'est quand même assez éloigné des arts textiles, on va dire, en général. Mais c'était aussi, je pense, un prétexte pour vous amener ici et entendre parler un petit peu de mathématiques. Donc la théorie des nœuds, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai montré deux exemples. La théorie des nœuds mathématiques, c'est vraiment les nœuds comme vous l'imaginez, c'est-à-dire qu'on prend une corde et puis on la noue. Donc par exemple comme ça. Alors les mathématiciens aiment bien refermer la corde, comme ceci. Imaginez, je fais avec la main. Et donc c'est en fait comme un cercle, hein, mais qui aurait été emmêlé sur lui-même. Donc, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de classifier les nœuds, c'est de décrire toutes les formes possibles, de distinguer si des nœuds sont différents les uns des autres, etc. Et développer des outils techniques pour ça. Alors voilà, je vous ai montré un nœud, mais il y a des nœuds plus compliqués. Alors j'aime bien celui-là que j'ai acheté dans une boutique pour jouets d'enfants. Hein. Vous ne voyez peut-être pas le nœud, mais si je fais ça, hein, vous le voyez apparaître. D'accord ? Donc ça, c'est un nœud torique. Donc, je vous laisserai jouer avec. Hein, mais vous voyez que déjà, pour comprendre comment il est fichu, c'est nettement plus compliqué. Et donc je vais vous parler maintenant proprement de mon sujet. Donc vous voyez ici une porte. Donc je vais plutôt vous parler, plutôt que de théorie de nœuds, je vais vous parler de topologie de dimension 3. Parce qu'en fait, la théorie de nœuds s'inscrit dans ce qu'on appelle la topologie. Et il y a une relation entre les nœuds et la topologie de dimension 3, c'est-à-dire l'étude des formes en 3 dimensions. Et pour vous en parler, je vais filer une métaphore un petit peu tout le long de mon exposé. Et donc je vais vous parler d'une expérience de pensée, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez essayer de me suivre. Et vous allez voir, je vais quand même essayer de vous faire réfléchir, je m'en excuse d'avance. Peut-être qu'à la fin, ça va être ça fait peut-être un peu mal à la tête, mais ça fait partie aussi du jeu d'écouter une conférence de maths. J'espère que vous êtes prêts à ça. Donc cette expérience de la porte, donc elle est symbolisée ici, vous avez remarqué que c'est une porte fabriquée par moi-même. Donc c'est un petit peu rudimentaire. Et donc l'expérience de la porte, qu'est-ce que c'est? Donc essayez d'imaginer, nous sommes dans un monde, on va appeler ça comme ça, dans lequel il y a une porte. Donc imaginez dans un désert. Et cette porte est magique en quelque sorte, puisque quand vous passez à travers la porte, eh bien, vous vous retrouvez dans un monde qui est parfaitement similaire, mais qui est différent. D'accord ? Alors, j'imagine que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est tout le jeu, je vais essayer de vous expliquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est similaire? Ça veut dire que si vous passez la porte et que vous revenez, vous avez l'impression d'être précisément au même endroit. D'accord ? Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ça, c'est similaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est différent? Il y a une façon très simple de s'en rendre compte. Imaginez que nous soyons, un d'entre vous vient avec moi, hein, nous sommes deux derrière la porte, et puis il y en a un qui reste devant la porte comme je suis en train de faire, et l'autre qui passe la porte et qui vient de l'autre côté. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul, d'accord? Puisqu'il est passé dans un autre monde, et donc il a l'impression d'être tout seul. Et donc moi je suis resté là, et la personne pense qu'elle va me retrouver, mais en fait elle ne retrouve personne. Ok? On peut imaginer ça, j'imagine. Et qu'est-ce qui se passe si elle passe à nouveau la porte? Eh bien, elle passe à la porte et elle revient, elle me retrouve. D'accord? Donc la règle du jeu, c'est que si vous êtes dans le monde initial, on va l'appeler, et que vous passez la porte, vous vous retrouvez dans l'autre monde en quelque sorte. Et si vous passez la porte à nouveau, vous revenez dans le monde initial. Okay, donc vous pouvez trouver que c'est abracadabrant comme histoire. En fait, je ne suis pas le premier à inventer ça. Hein, dans la littérature, dans la fiction, je suis sûr que ça vous évoque quelque chose. Non? Bon. De l'autre côté du miroir, Alice au Pays des Merveilles, hein, on passe le miroir et on se retrouve dans un autre monde. Alors évidemment, c'est plus compliqué dans Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'aime bien, soit vous êtes très jeune, soit vous avez des enfants. Il y a aussi une autre film d'animation qui utilise beaucoup ça, qui use et qui abuse de ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sinon, regardez-le, Monstres et compagnie. Une histoire de monstres qui passent des portes de chambres d'enfants. Hein, donc il y a des portes qui se baladent comme ça, et puis ils ouvrent la porte, ils se retrouvent dans la chambre d'un enfant, et il faut qu'il leur fasse peur. Et après, ils repassent la porte et ils se retrouvent dans le monde des monstres. Hein, donc il y a deux mondes, et à chaque fois qu'on passe la porte,
on change le monde. Donc, pourquoi moi j'aime bien ces mondes-là? Parce que, en fait, je pense qu'on les a inventés dans la fiction parce qu'ils ont une sorte de réalité. Pour moi, ils existent vraiment, ils ont une réalité mathématique. C'est-à-dire qu'on peut formaliser, on peut modéliser de tels univers. Hein, et donc, en quelque sorte, on peut écrire des équations. Vous allez voir, je vais en écrire très peu, mais je vais quand même en écrire. Et donc, en quelque sorte, ces mondes existent vraiment et ils sont cohérents d'un point de vue logique. Alors, pour qu'on s'amuse un petit peu, je vais compliquer l'affaire. D'accord ? Je vais introduire une deuxième porte. C'est trop facile avec une. Donc je rajoute une deuxième porte et on va imaginer ensemble un autre monde, mais qui est construit de la même façon. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux mondes qui communiquent en quelque sorte à travers les portes, mais une porte ou l'autre. C'est-à-dire, si vous traversez la porte, si vous êtes dans le monde initial, vous traversez la porte, vous êtes dans l'autre monde, mais si vous traversez cette porte-là, eh bien aussi, vous êtes dans l'autre monde. Mais si vous passez de l'autre côté, si vous passez à côté, vous restez dans le monde initial. Alors ce monde est un peu plus bizarre parce que, imaginez maintenant que, mais il est tout aussi cohérent, d'accord ? C'est-à-dire, imaginons maintenant qu'au lieu d'être deux, nous sommes trois, à nous situer devant cette porte, et moi je passe par cette porte, mon ami passe par ici, et mon deuxième ami passe par là. Combien serons-nous à nous retrouver de l'autre côté ? 0. Il faut faire l'effort, parce que sinon vous allez avoir du mal. Hein, donc la règle du jeu, c'est qu'il faut comprendre la règle. Hein, c'est quand on passe une porte, n'importe laquelle, on se retrouve dans l'autre monde. D'accord ? Hein, il faut vraiment que vous essayiez de comprendre maintenant, parce qu'après, sinon après, si vous êtes perdu maintenant, ça va être compliqué. Donc, nous sommes trois. Hein, les deux personnes qui sont passées par chacune des deux portes ont basculé, toutes les deux, et donc se retrouvent toutes les deux dans l'autre monde. Tandis que la personne qui est passée à côté, bien sûr, elle est dans le monde initial, et donc elle se retrouve toute seule. D'accord ? Et donc, les trois personnes, il y en a deux et une qui sont comme ça. Alors, pour vous aider, pour que ce soit un petit peu plus simple, pour que vous puissiez suivre un petit peu ce qui va se passer, parce qu'il va se passer des choses, on va dire que les deux mondes, il faut qu'on se repère un petit peu. Dans quel monde sommes-nous, hein ? Donc, pour se repérer, on va dire qu'ici, on est en plein jour. C'est le monde, si vous levez la tête, vous voyez le soleil. Hein, donc, on va appeler le monde initial le monde du soleil. Et quand vous passez la porte ici et que vous regardez en haut, vous voyez autre chose. D'accord ? Par exemple, la Lune. Okay ? Donc il y a le monde de la Lune, et dès que vous traversez la porte, vous basculez du monde de la Lune au monde du Soleil, ou du monde du Soleil au monde de la Lune. Hein, ça sera une façon pour nous de se repérer, de savoir où on est. Donc qu'est-ce qui va intéresser, donc voilà déjà une petite mise en contexte, qu'est-ce qui va intéresser les mathématiciens dans cette histoire ? Eh bien, ce serait d'étudier la forme de ces mondes-là, c'est-à-dire de les classifier, de comprendre leurs propriétés globales. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être un petit peu difficile parce que je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire être les mêmes mondes. Est-ce que ces mondes sont similaires? Est-ce que ces mondes sont différents? Et pour vous expliquer vraiment ce que ça veut dire, il faudrait que j'emploie des vocabulaires techniques, et je n'ai pas envie. L'adjectif qui est là-dedans, pour ceux je ne sais pas s'il y en a ici qui font des études de maths, d'universitaire, mais il y a un mot, l'adjectif qu'on utilise, c'est homéomorphe. Et en général, on ne voit pas ça ni en première année, éventuellement ni en deuxième. Donc c'est un terme qui est trop technique, et en plus la définition, il faudrait que je passe tout mon temps à vous expliquer la définition, et ce n'est pas ce qui m'intéresse de faire aujourd'hui. Par contre, je peux vous encourager, il y a un roman qui a été sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans, de Yann Brunel, qui s'appelle Homéomorphe précisément, et qui est un roman qui se passe en Ukraine, d'ailleurs ça ne s'invente pas, et qui est inspiré de la vie de Perelman, Grégory Perelman. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Perelman, c'est un mathématicien russe, très important, qui a résolu la conjecture du point carré, je vais vous en parler, dans les années 2000. Donc vous pouvez lire ce roman, vous n'apprendrez pas de mathématiques, mais vous connaîtrez, vous imprégnerez un petit peu de la vie d'un mathématicien un peu particulier quand même, Perelman. Je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais c'est aussi une figure mathématique. Donc on va essayer de comparer ces mondes-là. Et pour faire ça, donc on va faire une expérience. Alors je vais commencer pour vous expliquer un petit peu l'expérience, toujours de pensée, qu'on va faire. Je vais vous raconter un des premiers théorèmes de topologie, et qui est très facile à raconter, qui s'appelle le théorème de Jordan. Donc Jordan est un mathématicien français du XIXe siècle, et qui dit la chose suivante, c'est presque évident, d'accord ? Il dit que si sur une feuille de papier, que vous tracez une courbe, alors il y a 2 règles à suivre, enfin 3. Première, c'est que vous n'avez pas le droit de lever le stylo, ok ? Ce qu'on appelle une courbe continue. Deuxième règle, vous n'avez pas le droit de repasser là où vous êtes déjà passé. D'accord ?
Et dernière règle, il faut que vous refermiez votre courbe à un moment donné. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une courbe de Jordan, okay, à cause du mathématicien. Donc j'ai tracé une courbe. Que dit le théorème de Jordan? Le théorème de Jordan dit que le complémentaire de cette courbe, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans cette courbe, est formé de deux composantes. Il y a ce qui est à l'intérieur et il y a ce qui est à l'extérieur. Vous vous dites, est-ce que c'est bien la peine de démontrer ça? Non? Eh bien, non seulement c'est la peine, mais en plus c'est dur. D'accord? C'est-à-dire que pour démontrer, déjà il faudrait dire ce que ça veut dire exactement. Hein, donc, pour ceux qui font un peu de mathématiques, ça veut dire que le complémentaire a deux composantes connexes. D'accord? Hein, et après, vous prenez ces deux points-là, vous pouvez les relier par un chemin. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez les relier par un chemin. Par contre, ce point et ce point-là ne peuvent pas être reliés par un chemin. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Hein, donc il n'y a que deux parties connexes. Donc ça, c'est le théorème de Jordan, dont je ne vous ferai pas la démonstration, c'est difficile. Et ce théorème de Jordan se généralise en dimension plus grande. Et donc, c'est quoi? Ce qui va m'intéresser ici, c'est la dimension 3, c'est la dimension ambiante. Le théorème de Jordan en 3 dimensions dit la chose suivante. Si vous prenez une surface, donc je ne vais pas définir ce que c'est une surface, une membrane, aussi compliquée soit-elle, mais qui ressemble un petit peu à cette courbe ici, mais en 2 dimensions, à l'intérieur de l'espace de dimension 3, alors elle a beau avoir des recoins, tant qu'elle ne se recoupe pas et qu'elle se referme sur elle-même, alors elle sépare l'espace en deux parties, l'intérieur et l'extérieur. Il y a ce qui est dedans et ce qui est à l'extérieur, qui contient bien sûr, on peut tout l'enfermer dans un volume fini. Et ce théorème est encore plus difficile à démontrer, mais il est aussi vrai. Et c'est quelque chose qui caractérise l'espace usuel, l'espace ambiant de 3 dimensions. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce critère pour dire que le monde des portes, on va s'intéresser à ce monde des portes, et je prends le monde des deux portes. Est-il le même, homomorphe, ou est-il différent de l'espace auquel on est habitué? Donc pour ça, il suffit de trouver une membrane, de fabriquer une surface, qui contredit le théorème que je viens d'expliquer. Donc vous allez voir, c'est facile. C'est facile à imaginer. Donc vous avez vos deux portes ici, et la membrane, la surface qu'on va imaginer, ça va être comme une bulle de savon. Bon, là, en fait, vous allez mettre la première porte dans une bulle. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus écartée. Imaginez donc que la première porte se trouve dans une bulle. Et je vais vous expliquer que cette bulle, contrairement à une bulle que j'aurais dessinée ou imaginée dans l'espace, elle n'a pas d'intérieur et elle n'a pas d'extérieur. On ne peut pas distinguer ce qui est dedans et ce qui est dehors. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi? C'est un peu... Donc, je vais vous expliquer ça. Ouais. Ouais. On va sortir de l'autre côté. Le truc, c'est que, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on a une bulle? On ne peut pas aller de l'autre côté de la bulle sans éclater la bulle. On ne peut pas, c'est ça la différence entre un intérieur et l'extérieur, c'est passer d'un côté à l'autre sans traverser. Or, regardez ce que je vais faire, vous me voyez venir, tellement que vous m'avez expliqué, mais je répète ce que tu viens de dire. Vous avez cette bulle de savon qui enserre la première porte. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de passer cette porte, je ne peux pas parce qu'elle est coincée dans une bulle, je passe à côté. Quand je prends la deuxième porte, je suis dans le monde de la Lune. Mais dans le monde de la Lune, il n'y a pas de bulle, parce que la bulle, elle est dans le monde du Soleil. C'est ça qui est difficile à comprendre. Que dans l'autre monde, il n'y a pas de bulle, bien sûr. Donc, je peux passer dans cette porte, puisqu'il n'y a pas de bulle dans le monde de la Lune. Mais quand je reviens de l'autre côté, je repasse la première porte, je suis à nouveau dans le monde du Soleil, mais je suis passé de l'autre côté de la bulle de savon. D'accord? Vous m'avez suivi? Et donc, ça contredit le théorème de Jordan. Ça nous dit que l'espace à deux portes n'est pas homéomorphe à l'espace standard. C'est un autre univers où les règles sont différentes. Il est topologiquement différent. Donc on fait comme ça, on fait apparaître une propriété fondamentalement différente des formes. Donc ce que je suis en train de faire là, avec mes petites expériences, en fait, c'est la base de ce qu'on appelle l'homologie, la théorie de l'homologie qui est... oui. Il n'y a pas un problème de continuité quand on passe à travers? Quand on passe à travers, non. Il y a un petit problème au niveau du chambranle, d'accord, sur lequel je vais en parler dans pas très longtemps. Donc, attends un petit peu avant que j'y vienne. Donc, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une théorie qui a été développée donc, par un mathématicien français très connu qui s'appelle Henri Poincaré.
qui a développé, donc, qui est vraiment le fondateur de la topologie, qui à l'époque s'appelait Analysis Situs, hein, l'analyse des positions, des formes, et qui a développé toute une théorie qu'on appelle la théorie de l'homologie. Et donc il disait justement, Poincaré prétendait, à un moment donné, il a écrit, que si dans un monde, hein, donc il faudrait que je dise ce que ça veut dire précisément, mais vous avez quelques exemples, eh bien toute membrane sépare, d'accord ? C'est-à-dire que toute membrane, pour toute membrane, aussi compliquée soit-elle, elle va toujours séparer l'intérieur d'un extérieur. Alors ce monde est homéomorphe et le monde usuel. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la première conjecture de Poincaré, qui se trouve être fausse, en fait, ça ne tient pas trop la route. Mais le premier qui s'en est rendu compte, c'est Poincaré lui-même. D'accord ? Puisque, après avoir écrit ça, il a passé beaucoup de temps et il a écrit une nouvelle conjecture dont je reparlerai un peu plus tard. Mais, excusez-moi. Oui, donc, pour continuer un petit peu, avant de mettre des portes, de compliquer mon histoire de porte, je voudrais surtout vous expliquer pourquoi, rapidement, pourquoi Poincaré s'intéressait à cette histoire de porte. Enfin, déjà, il ne le présentait pas comme ça, bien sûr. Mais quel est le rapport avec les questions que se posaient les mathématiciens de son époque? Et avant Poincaré, d'autres mathématiciens dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appellent Riemann, Abel, Jacobi, tous ces gens-là. Donc ce qui les intéressait, c'était lié à l'étude des solutions des équations algébriques. Donc je vais quand même faire un tout petit peu écrire quelques équations, mais pas trop. Hein, donc on savait très bien qu'à l'époque, et depuis peut-être Descartes, qu'on peut représenter des formes à l'aide d'équations. Alors je vais expliquer avec un exemple extrêmement simple de quoi il s'agit, mais rassurez-vous. Hein, donc vous prenez, quand vous prenez une équation, donc vous cherchez les x, y, vous regardez les points de coordonnées x, y, satisfaisant une équation algébrique. Je vais te prendre une équation très simple. X carré plus y carré égale à 1. Vous savez, j'imagine, ce que ça représente. Okay, je ne vais presque pas aller plus au-delà de ça, d'accord? Je vous rassure. Mais mon propos, ce n'est pas de vous faire des équations compliquées. Hein, vous pouvez dessiner dans le plan un point xy. Vous dessinez un point si et seulement si il satisfait l'équation x2 plus y2 égale 1. Donc, puisque vous avez hoché tous la tête, vous savez ce que c'est. Il y a des profs de maths dans la salle. Non. Il s'agit d'un cercle, d'accord? Si vous avez oublié. Okay, hein, c'est précisément, on décrit précisément le cercle comme l'ensemble des solutions de cette équation. Donc, les mathématiciens de l'époque du XIXe siècle s'étaient rendus compte de plusieurs choses intéressantes que je ne vais pas pouvoir développer dans l'étude des solutions d'équations algébriques comme ça et la correspondance avec les formes géométriques qui leur sont associées. Donc la première, c'est que c'est intéressant de regarder non pas les solutions x et y comme nombres réels, hein, mais de chercher les solutions comme nombres complexes. Hein, pour ceux qui, je sais que vous êtes nombreux à apprendre ce que c'est que nombre complexe. Hein, donc si vous prenez des x et y qui sont des nombres complexes, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de se représenter l'ensemble des solutions de cette même équation. Et d'ailleurs, je vous mets au défi d'avoir une représentation visuelle de ce que ça représente, parce qu'un nombre complexe, si vous voulez le dessiner, il faudrait lui-même 2 dimensions. Hein, donc x, si vous voulez tracer quelque part, et partie réelle et partie imaginaire, il faut 2 dimensions, y, il vous faut 2 dimensions, donc cet ensemble de solutions ici vit dans un espace à 4 dimensions, et moi, je n'ai pas encore appris à me représenter la 4 dimensions. D'accord ? Et donc, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile de faire un dessin, d'imaginer qu'est-ce que c'est que l'ensemble des solutions de cette équation. Donc, et pourtant, on va essayer quand même, d'accord? En tout cas, eux, ils ont essayé. Et en fait, pourquoi on s'intéresse plutôt aux solutions complexes? Il y a des raisons, c'est que, pour ceux qui connaissent les nombres complexes, c'est un corps algébriquement clos, ça veut dire que toute solution en nombre complexe a une solution. C'est-à-dire que toute équation complexe, je vais l'écrire, toute équation complexe a une solution, au moins une solution. Ça veut dire quoi? Contrairement au nombre réel, c'est-à-dire que si je vous donne une valeur de x, eh bien, vous pouvez toujours trouver une solution, vous pouvez résoudre l'équation en y. Hein, vous avez y carré, vous voulez dire y carré égale 1 moins x carré. Eh bien, si vous travaillez dans le nombre réel, eh bien, ça ne va pas toujours fonctionner, hein, parce que le carré d'un nombre réel est toujours positif. Mais si vous êtes un nombre complexe, eh bien, il y a toujours une solution. Donc, et en plus, il y a en général 2 solutions. Alors, c'est là qu'il faut que vous fassiez le lien. 2 solutions, 2 mondes. C'est un peu bizarre, mais c'est-à-dire qu'on peut essayer d'imaginer de représenter l'ensemble des solutions de cette équation uniquement avec la variable x. X va nous décrire où on est, en quelque sorte,
Mais ça ne suffit pas, parce que un point, une solution est donnée par x et y. Mais étant donné x, si vous connaissez x, eh bien, il y a deux solutions pour y, et ces deux solutions vous disent si vous êtes dans le monde du Soleil ou dans le monde de la Lune. Donc, c'est ce qu'on appelle un revêtement ramifié double en termes techniques, mais vous comprenez que je n'ai pas envie d'utiliser ce terme-là. Mais vous voyez que simplement la résolution de cette équation vous permet d'accéder finalement à cette idée-là, qu'on va faire deux copies d'un même espace, et vous remarquez qu'il y a des solutions, il y a des points très particuliers ici, qu'il y a la rupture de continuité, je crois que c'est ici, c'est toi qui m'avais dit ça, c'est que des fois il n'y a qu'une seule solution à cette équation. Si vous regardez, y carré égale à 1 moins x carré, si x égale à plus ou moins 1, eh bien, vous remarquez, y carré égale à 0, on n'a qu'une seule solution, c'est y égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x vaut ces deux points-là, donc ce sont ces deux points ici, eh bien, les deux mondes, en quelque sorte, se confondent en un point. Donc là, vous voyez finalement, je triche, j'utilise la dimension beaucoup plus petite. Vous voyez ici, ça va être le monde, disons, du Soleil, le premier monde. Vous fixez x et vous voyez y est donné par la valeur racine de 1 moins x carré. Et là, vous avez le deuxième monde qui est présenté en dessous. Et là, c'est le deuxième monde. Donc le monde de la Lune, en quelque sorte. Et ces deux mondes vont se coller en deux points qui sont bien particuliers que j'ai représentés ici. Et dans mon dessin, c'est le chambranle de la porte. D'accord ? Donc en fait, il faut imaginer que ce que je suis en train d'imaginer, là, c'est en dimension 3, et mon dessin ici est en dimension 1. Okay ? Donc il y a un saut de dimension qu'il faut faire, mais c'est exactement la même chose d'un point de vue algébrique, c'est juste que vous rajoutez plus de variables. D'accord ? Donc, mais j'essaie de vous amener à ça. D'accord ? Donc il y a cette brisure au niveau de ces deux points ici qu'on appelle une ramification mathématique. Donc ça, c'était pour vous expliquer que ces histoires, ça intervient pour comprendre finalement les solutions algébriques. Et donc en particulier, oui, je voulais juste dire une dernière chose là-dessus. Ce pont entre l'algèbre, d'accord, les solutions, les équations algébriques et la géométrie, ça a porté énormément de fruits. Donc vous avez certainement entendu parler du dernier théorème de Fermat, comme un exemple très typique. Donc l'équation x plus x. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour démontrer? Je ne prétends pas le faire, je ne comprends moi-même même pas la démonstration. Mais ça, c'est l'équation de Fermat dont on veut montrer qu'elle n'admet aucune solution si n est au moins égal à 3, non trivial. Et en fait, la méthode de résolution consiste à comprendre la géométrie de l'espace des solutions de cette équation. Donc la clé consiste effectivement à étudier la forme de l'espace décrit par l'équation. Donc c'est un pont qu'on fait dans les deux sens, de la géométrie vers l'algèbre vers la géométrie. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre monde un peu plus rigolo, parce que là vous dites, ok, on va passer d'une porte à deux. Je vais prendre cette même porte. Alors c'est un petit peu... Faut pas que je la casse quand même. Mais regardez ce que je vais faire. C'est quoi ce bazar? Déjà, c'est un peu trop enfoncé. Voilà. Vous voyez mes portes? Vous les voyez là? Alors faites pas ça chez vous. Donc, j'ai mis des portes. Vous remarquez que chaque fois, j'ai utilisé le chambranle de la porte. J'ai jamais ouvert une porte. D'accord, il n'y avait pas de poignée. En fait, pour imaginer ce monde bizarre, il n'y a pas du tout besoin d'avoir des portes. Ce qu'il faut, c'est avoir des cadres de portes. Et donc, c'est pas très grave. Je peux enchasser mes cadres comme ça. Et on va essayer d'imaginer ensemble le monde auquel ça donne lieu. D'accord ? La règle est toujours la même. Au monde du Soleil, vous traversez une porte, le monde de la Lune. Vous traversez cette porte-là, vous êtes dans le monde de la Lune. D'accord ? Mais là où ça devient rigolo, c'est que si vous allez par là, d'accord, vous remarquez que j'ai traversé deux portes. D'accord ? Et donc si vous décidez de passer par là, eh bien en fait, vous restez dans le monde du Soleil. Donc vous devez vous rendre compte que ce monde est un petit peu plus bizarre. En fait, il a un nom en mathématiques qui s'appelle un espace projectif. D'accord ? Et il est différent des deux autres mondes qu'on a imaginés jusqu'à présent. Alors, deux choses. Ce que je peux vous expliquer déjà, c'est il faudrait quand même expliquer à quel moment on bascule d'un monde à l'autre. Parce que là, ce n'est pas très clair. D'accord ? Vous voyez, on pourrait se dire, mais si je fais ça, je change de monde. Si je fais ça, je ne change pas. Enfin, on a l'impression que c'est un peu mal fichu, cette affaire. En fait, vous pouvez imaginer, effectivement,
une porte, sauf qu'elle n'aura pas la forme d'une porte normale, mais qui vous fait passer d'un monde à l'autre. Je ne sais pas si vous le visualisez. On va appeler ça un rideau, okay, plutôt parce que ça ressemble plus à un rideau. Mais imaginez, excusez-moi, je n'ai pas mis mon téléphone sur silencieux. Le rideau, imaginez donc que vous avez un bout de tissu, que c'est le sujet de la conférence, okay, et que vous le collez sur vos chambranles comme ceci, d'accord? Vous le collez, vous le collez, vous le collez, comme ça là. Bon, vous dites que ça ne sert pas vraiment à protéger, mais vous voyez ici, tac, 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 comme ça, jusque là. Et vous remarquez donc, je ne vais pas amener, je ne vais pas m'amuser à le coller, mais je vous laisse imaginer que ce tissu, ce rideau, il sert vraiment de porte, au sens où c'est en traversant le rideau que vous changez de monde. C'est une façon de matérialiser, c'est comme si c'était un rideau de fumée ou d'eau, le moment où, ça y est, vous passez de l'autre côté. Mais je tiens à dire que le rideau n'a aucune importance réelle, c'est juste une manière de formaliser le fait que ça y est, on est passé de l'autre côté. En fait, en vrai, on n'a pas du tout besoin de rideau. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que je vous explique pourquoi ce monde... Alors déjà, excusez-moi, avant de faire ça, donc ces deux portes, en fait, elles forment une figure géométrique assez connue, qui porte le nom d'un mathématicien allemand qui s'appelle Hopf, Heinrich Hopf, du milieu du XXe siècle. Et c'est une figure qui a inspiré pas mal les gens, et pas que les mathématiciens. Donc on peut le dessiner aussi comme ça. C'est ce qu'on appelle l'entrelacs de Hopf. C'est-à-dire que c'est juste deux cercles qui s'enlacent l'un dans l'autre comme ceci. Tout simplement. D'accord ? La figure que forment les deux portes, c'est juste deux cercles enlacés comme ça. Et en particulier, j'aime bien citer Lacan, qui s'est beaucoup inspiré, Jacques Lacan, en psychanalyse, des nœuds et des entrelacs pour imaginer quelque chose entre l'inconscient et l'inconscient, etc. Donc c'est une figure comme ça, même d'un point de vue purement visuel, qui évoque quelque chose de genre. Donc là, vraiment, c'est la base pour construire mon espace projectif. Donc je vais rapidement vous expliquer, et là ça fait un peu mal à la tête, donc je ne vais pas insister, qu'il y a effectivement une membrane dans ce monde qui contredit le théorème de Jordan, donc qui vous explique que ce monde n'est pas comme le nôtre. Mais c'est plus difficile, parce que, vous allez voir. Donc j'ai réfléchi un moment d'ailleurs avant de la trouver. Donc il faut fabriquer une surface, une membrane, dans laquelle on peut, qui ne sépare pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'intérieur ni d'extérieur. Alors je vous explique ça rapidement, parce que c'est un peu difficile à comprendre. Donc on va modéliser, vous avez ce rideau qui vous dit quand est-ce que vous passez d'un côté à l'autre, mais imaginez que vous aviez effectivement la porte telle que vous l'imaginez, d'accord, la porte rectangulaire qui est là, mais vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est que il y a le chambranle de l'autre porte qui passe à travers. Donc vous faites un trou dans cette porte, comme ça, et vous voyez quand même une porte apparaître avec un trou dedans. Mais ça, c'est dans le monde du Soleil. D'accord ? Et qu'est-ce que vous faites maintenant dans le monde de la Lune ? Eh bien, en fait, vous avez a priori rien, parce que dans le monde de la Lune, si vous mettez une porte dans le monde du Soleil, il n'y a rien dans le monde de la Lune. Et bien, vous décidez de mettre à nouveau une porte, la même, d'accord, mais dans le monde de la Lune. Donc vous avez finalement deux portes trouées, c'est un peu difficile à imaginer, mais en fait ces deux portes se rencontrent précisément sur le chambranle ici. Donc c'est comme si vous aviez deux surfaces qui viennent se coller comme ça. D'accord ? Et en fait, si vous y réfléchissez, mais là je ne veux pas vous imposer de faire le raisonnement, mais cette surface n'a pas d'intérieur ni d'extérieur. En fait, c'est ce qu'on appelle un plan projectif. D'accord ? Il faut comprendre, donc il y a une structure topologique assez amusante. Ce que j'ai représenté ici, c'est l'espace projectif, et ces deux portes-là qui sont collées l'une à l'autre, c'est le plan projectif, et qui ont des propriétés assez intéressantes, différentes de l'espace de ce qu'on connaît. Donc peut-être que vous trouvez que mon histoire, ça ressemble à un sketch de Raymond Devos. Pour ceux qui connaissent, il y a un sketch qui s'appelle La Porte, et que je vous encourage à regarder, c'est disponible sur Internet très facilement, où Raymond Devos se balade avec un chambranle de porte, et puis il passe à travers, et puis en fait ça ressemble beaucoup à ce que je raconte, mais c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. En fait, mon histoire, elle est inspirée, non pas par Raymond Devos, malheureusement, mais par William Thurston, qui est aussi un grand mathématicien de topologie, qui a en fait classifié de manière un peu inattendue la topologie des variétés de dimension 3. En fait, on lui doit presque tout. C'est-à-dire une classification, c'est un peu difficile parce que vous pouvez imaginer que je peux compliquer mes mondes à l'infini. J'ai un dernier exemple à vous donner. En mettant des portes, de plus en plus de portes, enchâssées de manière très compliquée, on pourrait croire, et d'ailleurs c'est ça qui se passe à première vue, que c'est impossible de mettre de l'ordre dans cette histoire-là.
Et en fait, William Thurstone, dans les années 1970-1980, a fait un programme qu'on appelle programme de géométrisation, où il a essayé de classer, de donner des propriétés générales de ces mondes, dire comment est-ce qu'on peut les comparer entre eux. Et donc il a fait un programme assez révolutionnaire et qui a été achevé justement par Perelman, dont je vous ai parlé, qui au début des années 2000 a un petit peu mis la touche finale à ce programme en montrant que c'est exactement comme ça que ça se passait. Et donc pour terminer mon petit numéro, en quelque sorte, je vais vous montrer un dernier exemple, mais qui est... Ça marche bien. Hein. J'aurais dû prendre un assistant dans la salle. Bon, je vais les remettre comme elles étaient, mes deux portes. Si vous avez des questions, c'est le bon moment, hein, parce que là... Je vais ajouter la grande porte. Et donc on pourrait se demander, voilà, vous avez trois portes, quel est ce monde à trois portes dans lequel on peut passer par une, deux ou trois, mais ce serait trop facile, d'accord ? Je vous ai concocté un truc pire. D'ailleurs, il me manque, il y a une feuille qui est partie là. Zut. Ah, elle est là. Donc je vais compliquer l'affaire en introduisant des torsades. Alors, je ne suis pas menuisier, ok, mais je vais compliquer. En fait, si vous avez regardé l'affiche de ma conférence, vous avez vu une porte avec des chambranles qui étaient nouées. Okay, les voilà. Hein, donc, évidemment, je ne sais pas faire ça parce que je ne suis pas assez compétent en menuiserie et je pense que c'est assez difficile. Mais je vous laisse imaginer ce que j'ai dessiné là. D'accord ? Vous imaginez que, en fait, c'est comme un joli escalier, d'accord, avec des trucs qui en colimaçon, comment il faudrait dire, je ne sais pas. Hein, et donc le chambranle, les nouets, il se tord sur lui-même comme ceci. Alors, vous remarquez, je n'ai pas fait n'importe comment. Ici, il y a deux croisements, d'accord, j'ai fait 2 tours. Ici, j'ai fait 3 tours. Et ici, j'ai fait 5 tours. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je vous le dis. Et je ne l'ai pas fait au hasard. D'accord ? Donc ici, ce que je vais appeler ça la porte de Briscorn. Hein, donc c'est encore un mathématicien allemand, de cette fois-ci plutôt de 1960, les années 60. Pourquoi je vais... Donc, on aurait pu prendre 3 nombres P, Q et R, hein, et tourner P fois, Q fois et R fois. La seule règle, c'est qu'il faut que P, Q, R, ce qu'on appelle, soit 2 à 2 premiers entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun diviseur commun. Hein, on peut pas... 2, 3 et 5, en fait, c'est l'exemple le plus simple, le plus petit que je peux faire. Et on peut se demander quelle est la nature de l'espace du Soleil et de la Lune, hein, construit à partir de cette porte de Briscorn. Ok, pourquoi pas, hein. Pour où on en est. C'est l'exemple le plus compliqué que je vous propose. Donc en fait, pourquoi il est intéressant celui-là ? Parce que en fait, l'espace construit à partir de cette porte, il contredit la conjecture de Poincaré. La conjecture de Poincaré disait, si toute surface sépare un intérieur d'un extérieur, alors votre espace est standard, c'est-à-dire il est homéomorphe, c'est l'espace ambiant. Ben celui-là, c'est le plus simple que je peux vous montrer, pour lequel toute surface a un intérieur et un extérieur, mais il n'est pas le même que notre espace standard. Okay ? C'est un peu difficile à comprendre, et je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi. Alors ce ne sera pas une vraie preuve, mais je vais vous expliquer plutôt comment on peut montrer qu'il n'est pas homéomorphe à l'espace standard. Et bien pour ça, on va utiliser une boussole d'un type particulier. Alors c'est évidemment, on est dans l'imaginaire, mais on pourrait quand même, enfin rassurez-vous, on pourrait formaliser et donner un sens très précis à ce que je raconte, mais je vous laisse plutôt avec une métaphore. Donc dans ce monde-là, le monde de Briscorn 2, 3, 5, il y a un champ magnétique un peu particulier, d'accord ? Alors on a l'habitude, et ça c'est une boussole, on a l'habitude d'un champ magnétique qui est plan, d'accord ? C'est-à-dire, on est comme ça, et puis la boussole, elle indique une direction, le nord, le sud. Alors, mon champ magnétique, il est tridimensionnel, il pointe une direction dans l'espace. D'accord ? Hein, et ça, c'est une boussole. Il faut imaginer que, bon, évidemment, il faut imaginer que cette boussole, elle est en lévitation dans une petite bulle. Okay ? Et en fait, elle est comme ça, elle est dans une certaine position, et elle pointe toujours, par exemple, la direction d'une étoile, par exemple le Soleil. Okay ? Et elle ne bouge pas. D'accord ? Quand je me déplace, la boussole, elle monte toujours la même direction. Okay ? Et cette boussole, c'est elle qui va me témoigner du fait que mon espace, il est bizarre. Okay ?
Et comment elle fait pour me dire qu'il est bizarre? Eh bien, je me suis là, et j'ai ma boussole qui, par exemple, se retrouve comme ceci. Ici, c'est 2, hein, c'est ça? OK. Et là, 3 et 5. Donc, je me promène dans cette boussole, avec cette boussole, et j'avais, par exemple, un copain qui était avec moi, et moi, je prends la boussole, je passe à travers, je passe au milieu, ici, et puis je reviens ici. OK? Je reviens voir mon copain. Il est toujours là, mon copain? J'ai passé, remarquez hein, que j'ai passé 2 portes, hein, la petite et la grande. Hein, donc quand je suis passé par là, mon copain il est toujours là pour me dire et alors comment ça va, d'accord? Hein, j'ai de la chance, parce que j'ai passé 2 portes simultanément. Par contre, et là il faut que vous me croyiez, la boussole a subi une symétrie de 180 degrés par rapport à cet axe. D'accord? C'est effectivement passé comme ça, il faut que vous me croyiez, mais c'est comme ça que mon copain dire tiens, elle te balade et toi, d'accord? Il peut témoigner parce que le champ magnétique que j'ai porté sur moi a subi une transformation qu'il peut mesurer, qu'on peut visualiser. Hein, c'est ça qui va montrer qu'il se passe quelque chose de bizarre. Évidemment, je vous le dis, si vous passez par la première porte et que vous ressortez par la deuxième, comme ça, okay, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la boussole va subir une rotation de un tiers de 2 pi, c'est-à-dire, excusez-moi, je fatigue, hein, 120 degrés, j'ai l'habitude des radians, hein, 120 degrés, d'accord? Vous remarquez que cette figure qu'on appelle un icosaèdre est formée de triangles, d'accord? Et donc vous pouvez bien imaginer quand vous prenez 2 triangles qui sont opposés l'un à l'autre, que vous tournez hein, d'un tiers de tour le long d'un triangle. Et c'est ça qui se passe et qui me dit tiens, toi, t'es passé par là et t'es arrivé là. En fait, rien qu'en regardant la boussole, on peut savoir ce qu'il a fait comme promenade. Et dernier cas, pour être complet, si on fait le dernier truc, eh bien, là, on a fait un 5e de tour. Alors, si vous regardez bien l'icosaèdre, ici, à chaque sommet, il y a 5 triangles qui sont attachés. Et donc, on peut effectivement faire une symétrie de cet icosaèdre en faisant un 5e de tour, comme ça. Hein, donc, l'icosaèdre, il revient à sa position initiale, mais les couleurs ont changé, à quelque sorte, d'accord? Hein, il a subi une symétrie. Donc, c'est ça qui permet de comprendre, de prouver hein, que l'espace de Briscorn 2, 3, 5 n'est pas notre monde initial. Parce que dans notre monde initial, il n'y a pas moyen de donner un sens, enfin, il n'y a pas de champ magnétique non trivial. Ce n'est pas possible de réaliser une telle expérience. Donc c'est ça qui les distingue. Donc en plus, pour finir, donc, cet espace de Briscorn, il a effectivement une équation algébrique. Je ne peux pas expliquer exactement, parce que la construction passe par la dimension 6, okay, donc déjà 4, on a un peu du mal. Hein, mais si vous considérez l'espace des solutions de l'équation x2 plus y3 plus z5 égale à 0, d'accord? Hein, vous voyez ici, c'est un espace de dimension 6 parce que x, y et z sont 3 nombres complexes. Et donc finalement, cette équation-là décrit, bon, il faudrait que je calcule les dimensions, mais caché, je n'ai pas envie de vous expliquer exactement, caché dans les solutions de cette équation algébrique, hein, vous voyez le 2, le 3 et le 5, eh bien en fait, il y a exactement cet univers-là que je vous représente, et dont j'essaie de vous rendre un petit peu sensible. Mais je ne sais pas si j'ai réussi. Donc voilà, donc je pourrais parler de ça pendant des heures, peut-être que je m'arrête. Donc on ne peut pas malheureusement, donc mon histoire de porte là me permet pas de décrire tous les mondes possibles en 3 dimensions, donc je veux quand même préciser. Donc on est un petit peu limité par le procédé. Et puis, en fait, il y a énormément de questions qu'on peut se poser et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Hein, donc la topologie et les maths en général, c'est surtout un champ entièrement libre de questionnement et de recherche. Donc moi, vous avez compris, la recherche fondamentale. C'est-à-dire, je me pose des questions que personne ne se pose et qui n'ont a priori aucune application. Mais j'en suis assez heureux de ça. Donc je préfère vous répondre avant que vous me posiez la question. Et c'est surtout un champ illimité de problèmes et de questions et de découvertes. Donc là, je n'ai pas prévu forcément de vous poser une question par rapport à ces mondes-là, mais on peut en imaginer beaucoup. Et donc je propose de m'arrêter là et de vous laisser réagir. D'accord ? Merci pour votre attention.